Hello tout le monde et bienvenue pour la suite de la geste du 6e royaume, toujours d'Adrien Thomas. L'auteur n'a pas changé, alors on s'était arrêté la dernière fois avec Nier, et on va commencer aujourd'hui avec Maëv. Et on va découvrir deux nouveaux personnages. Allez, c'est parti, Maëv. Une mélodie dans le néant, une lueur dans l'obscurité, une sensation d'existence au plus profond de l'absence. Un souffle glacé s'était insinué. L'absence se fissurait. La sensation d'inexistence se morcelait, prête à éclater. L'esprit endormi frissonna, irrité, en sentant la mystérieuse caresse qui le sollicitait. Enfui au plus profond du néant, au sein de l'absence, il avait réussi à atteindre l'oubli. Il ne ressentait plus rien, ne pensait plus à rien. Il avait enfin perdu l'impression d'exister. Il avait atteint son but. Il ne se souvenait plus pourquoi il s'était endormi, pourquoi il s'était pelotonné au fond de l'absence. Une vague intuition lui rappela que cela devait être une chose terrible, sans laquelle jamais il ne se serait abandonné à l'oubli. Il avait fui l'existence, fui la douleur, fui la réalité. Il s'était blotti au plus profond de son corps, il avait déserté sa conscience, afin de rejoindre l'absence, cet état si proche de la mort. Il avait perdu la sensation de vivre, d'exister. Il avait perdu ses souvenirs, ses sensations, son passé et son avenir. Il avait abandonné tout cela pour s'enfuir, pour se recroqueviller dans l'absence et tout oublier. Il y était parvenu. Depuis combien de temps était-il ici ? Des siècles avaient dû s'écouler depuis qu'il avait fui pour se réfugier dans l'oubli. Il dormait d'un sommeil sans rêve, paisible, sans avoir même conscience d'exister. Il avait tout oublié, enfin. Et voilà qu'on le réveillait. L'esprit résista de toutes ses forces. Il n'était pas mort, mais cela ne signifiait pas qu'il désirait revoir le monde des vivants. Il savait qu'il devait lutter contre l'éveil, garder un état de semi-inconscience cotonneuse, comme lorsque l'on s'accroche aux dernières brumes du sommeil pour poursuivre un rêve, malgré les sollicitations de la réalité. Si on le réveillait tout à fait, l'oubli le quitterait. Une étrange sensation le fit trembler. La fraîcheur. Quelque chose de froid glissait sur son corps. L'esprit paniqua. S'il le touchait se ranimait déjà, le réveil était proche. Il se ferma, concentrant sa volonté de plonger dans l'absence, retenant avec peine les dernières parcelles d'oubli. Mais il avait déjà perdu. Se concentrer était le meilleur moyen de perdre un rêve. Une mélodie crépitante vint lui vriller les oreilles, l'emplissant d'une douce mélancolie. Une senteur végétale s'insinua en lui, faisant naître dans ses pensées des images de forêt d'un vert intense. L'ouïe avait réveillé ses émotions, l'odorat sa réflexion. L'esprit hurla de désespoir. Il ne savait pas ce qu'il avait oublié, mais il ne voulait pas quitter l'absence. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fui, mais il savait que s'il revenait à lui, il s'en souviendrait à nouveau, et c'était forcément une mauvaise chose. La lumière fusa derrière ses paupières, qui se crispèrent. Il refusa de les ouvrir, mais il savait qu'il avait déjà perdu. Même avec les yeux fermés, il voyait la lumière à travers la fine membrane de chair. La vue montrait l'extérieur. Les fenêtres de son corps devaient s'ouvrir. L'esprit cessa de lutter. Résigné, il laissa son corps l'absorber et se fondit en lui. En elle, la mémoire lui revint petit à petit. Elle était une femme, elle s'en souvint soudain. L'eau glacée se déversait sur son crâne, coulait le long de son corps, épousait la forme de ses seins, roulait sur ses hanches, s'abattait à ses pieds en crépitant. Une chose froide et poisseuse collait à son cou. Ses cheveux. Elle garda les yeux clos, effrayée. Une terreur obscure s'empara d'elle. Ses souvenirs ne tarderaient pas à affluer, elle le savait. Elle essaya de s'empêcher de penser. Peine perdue. La force de son passé la percuta avec violence. Elle gémit. « Aomai !» murmure-t-elle d'une voix rauque, douloureuse, provenant d'une gorge qui n'avait pas servi depuis des siècles, et l'amertume envahit sa bouche, tandis que le goût reprenait ses droits. Secouée par les sanglots, elle tituba et trébucha soudain. Refusant d'ouvrir les yeux, même dans sa chute, elle tomba. L'eau se referma sur elle. Elle se débattit furieusement, aveugle et paniquée, dans cette eau fraîche qui lui arrivait à peine aux genoux lorsqu'elle était encore debout. Elle était faible. Trop faible pour coordonner ses mouvements. Trop faible pour retrouver son équilibre et s'extraire de l'eau glacée qui menaçait de lui remplir la gorge. Une soudaine douleur lui déchira l'arrière du crâne, et sa tête jaillit soudain de l'eau. L'air lui emplit les poumons. Suffocant, les cheveux collés sur son visage, elle se sentit tirée hors du petit bassin et allongée sur l'herbe humide. Une main douce dégagea ses cheveux de son visage et lui caressa la joue. Sa respiration se calma doucement,
et l'apaisement l'envahit. Juste avant de sombrer dans l'inconscience, elle vit 2 yeux d'un vert phosphorescent luire dans l'obscurité, puis ce fut le néant. Moineau, le garçon, se cala plus confortablement sur les coussins moisis qui occupaient l'essentiel de la pièce. Saïline, debout et souriant paisiblement, allait commencer la classe. Depuis des années, depuis que l'instruction pour les plus jeunes avait été rendue obligatoire pendant au moins 2 ans, le même rituel se déroulait dans sa petite maison obscure. La femme faisait craquer ses phalanges, signe explicite que plus aucun son n'était toléré à partir de ce moment, et balayait la salle de son regard d'un noir clair. Sous ses yeux couleur terre mouillée, les conversations chuchotées s'étouffaient, et à l'attention se concentrait sur elle. Théna était absente, elle l'était souvent. Certainement avec un client, songea le garçon sans plus s'attarder sur la question. À ses côtés, Cyril s'agitait. Contrairement à lui, Cyril n'appréciait pas beaucoup la classe. Fils de détrousseur, petit-fils d'escroc, arrière-petit-fils de montre en l'air, Cyril était fier d'appartenir à une longue tradition de voleurs et de faire partie intégrante du peuple du caniveau qui dirigeait officieusement les bas quartiers de Tain Cordoval. Il n'avait jamais réussi à comprendre pourquoi les hommes de l'ombre, les mystérieux inconnus qui gouvernaient sous cape le quartier des mendiants, des voleurs et des putains, avaient décidé d'obéir à l'injonction des idylles de Tain Cordoval et à mettre en place l'éducation obligatoire pour chaque enfant. Les hommes de l'ombre avaient même payé de leur poche pour que des maîtresses d'école comme Saïline soient affectées à diverses classes pour apprendre aux gamins de quartier les rudiments de la lecture et de l'histoire. Pour Cyril, le peuple du caniveau avait courbé l'échine devant les riches et gras dirigeants de la cité, une source de honte. En outre, Cyril ne pensait pas avoir besoin de l'enseignement de Saïline à 17 ans révolus. Du moins, pas de l'enseignement qu'elle prodiguait le jour. Car Saïline, comme la plupart des maîtresses nommées dans les bas quartiers, n'était qu'une paisible jeune femme ayant à cœur la transmission du savoir aux jeunes générations. C'était également une voleuse accomplie, ayant échappé avec brio à davantage de courses-poursuites avec les gardes sur les toits de Tain Cordoval que bien des voleurs expérimentés des bas quartiers. Personne n'était dupe. Aucun envoyé des édiles n'irait jamais inspecter sa classe, aussi se permettait-elle de porter sa longue dague à son côté même lorsqu'elle enseignait. Saïline chérissait cette dague comme une sorte de trophée. Le garçon se demandait parfois si Saïline ne l'avait pas arrachée à son agresseur après qu'elle eut reçu la longue cicatrice qui lui barrait la joue. Saïline racontait beaucoup d'histoires, mais celle de comment elle avait reçu sa cicatrice n'avait jamais été contée. Se pouvait-il que... « Eh bien, Moineau, tu rêves ?» Le garçon leva la tête. Saïline avait les sourcils froncés, un étrange reflet vert, semblable à la forêt sous la pluie, étincelant dans ses yeux. « Ton esprit s'est encore envolé ?» sourit la jeune femme. Moineau retint un soupir. Son nom attirait les jeux de mots stupides, comme les ordures attiraient les mouches. Même Saïline, pourtant intelligente et instruite, ne pouvait s'en empêcher. Moineau n'était pas le nom que ses parents lui avaient donné, mais c'était ainsi qu'il l'appelait, désormais. Il avait lu la description des moineaux dans un des livres de Saïline, quand il avait commencé la classe. Petit oiseau des villes, léger, rapide et opportuniste. Une fois que Saïline lui eut expliqué ce que voulait dire opportuniste, il avait adopté ce nom et ne répondait plus qu'à celui-là. Cela faisait longtemps, maintenant. « Désolé, marmonna Moineau, je vais être plus attentif. »« Très bien, approuva Saïline. Prouve-le donc. Où nous en étions-nous arrêtés au dernier cours d'histoire ?» Les gamins qui l'entouraient, dont la plupart étaient loin d'atteindre son âge, se tournèrent vers lui. Cyril lui lança un regard goguenard, qui disparut vite lorsqu'il comprit que Moineau connaissait parfaitement la réponse. « Nous nous en étions arrêtés à la Grande Guerre qui déchira le continent en 2, il y a de cela 4 siècles, répondit le garçon d'une voix traînante. Ces salopards de Séide et leurs chiens valéens avaient attaqué simultanément Rin et les Sélénirs et avaient réussi à vaincre les 2 fronts. Une victoire totale donc, demanda innocemment Saïline. Pas vraiment, sourit crânement Moineau, parfaitement à l'aise. Des poches de résistance s'étaient formées dans le sud-est du Sélénir et dans les baronnies occidentales de Rin, notamment. De plus, les monastères des Étoiles Grises se trouvaient sur le chemin des Séides, et les sorciers n'appréciaient pas trop le voisinage de ces pourritures. Quelques rires étouffés retentirent dans la salle, mais Saïline rétablit le silence d'un regard froid. « Très bien, approuva Saïline. Peux-tu nous rappeler les tactiques employées par les Séides pour envahir Rin et le Sélénir ?»« C'est encore à moi de répondre ?» s'offusqua le jeune voleur. « Oui, pourquoi, tu es fatigué ?» Moineau grogna, mais s'exécuta malgré tout. Pour Rim, les Valéens ont concentré leurs forces sur leurs frontières communes, expliqua-t-il. Les Rimites, inquiets, ont massivement renforcé leur garnison montagnarde de l'Est. Les Séides ont alors envoyé une grosse partie de leur armée par la mer
et ont débarqué dans l'une des nombreuses criques cachées du sud du pays. Le roi de Rime s'est fait avoir par la manœuvre. Il s'est retrouvé à court de soldats pour protéger sa capitale et a été forcé de se rendre. Exact. Qu'en est-il de notre pays, le Sélénir? Au moment où les Séides débarquaient à Rime, ce qui restait de ces bâtards visqueux traversa les montagnes de Zoroskoria, soumettant les nains au passage, et envahit le Sélénir par le sud. Pourquoi l'empereur a-t-il fait passer ses troupes par les montagnes, au lieu d'emprunter la passe d'Otrante? Moineau grimaça. Saïline le criblait de questions. Il connaissait toutes les réponses, évidemment, mais il commençait à trouver cela ennuyeux. 2 raisons, énuméra le garçon en levant l'index et le majeur. D'une, les nains et le Sélénir avaient signé un pacte d'entraide militaire. Soumettre les nabots de Zoroskoria les empêchait de nous porter secours au Sélénir. Pour la petite histoire, les nains ont été incroyablement déçus que le Sélénir ne réponde pas à leur appel à l'aide. L'ancien roi préférant garder ses forces à Eldorral, sa capitale, pour tenter de contrer les Séides plutôt que d'honorer le pacte d'entraide. La défaite de la citadelle d'argent, l'ancienne capitale de Zoroskoria, fut catastrophique et les nains refusent depuis de laisser les humains s'approcher de leur territoire. Très bien. Et ensuite, la seconde raison est que la passe d'Otrante était défendue par un antique gros tas de pierres et de métal, la forteresse de Mordaïmin, qu'une poignée d'hommes pouvait tenir contre des envahisseurs innombrables. Les Séides s'étaient à de nombreuses reprises fracassés sur les murs de Mordaïmin et ils en gardaient un très mauvais souvenir. À choisir, ils ont préféré la contourner. Bien. Ensuite, le voleur haussa les épaules. Les Séides ont vaincu les armées sélènes, rasé Eldorral, décapité le roi et planté sa tête au bout d'une pique. Ensuite, ils sont tranquillement retournés à Mordaïmin et ont soumis les défenseurs, privés de soutien et de nourriture. Excellent. Tu mentionnais tout à l'heure les résistants des différents pays occupés par les Séides. Peux-tu me donner le principal point commun aux résistants de Rime et du Sélénir? Moineau commençait à avoir la gorge sèche. Cyril lui passa sa gourde d'eau et le garçon but quelques gorgées avant de reprendre. Les résistants connaissaient bien leur pays et ils s'en sont servis pour casser du Séide. Ils faisaient ébouler les montagnes sur les patrouilles à Rime et les attiraient dans les marais et les frondières du Sélénir. Ils pouvaient ensuite se planquer dans des zones impossibles à atteindre par les Séides, dans des vallées secrètes à Rime ou dans la grande forêt à Sélénir. La grande forêt appartient-elle à Sélénir? Non, la grande forêt est une zone neutre n'appartenant à aucun des 5 royaumes des hommes. Mais les rebelles sélènes s'y sont quand même cachés pour échapper aux Séides. Peux-tu me citer un autre exemple dans l'histoire où la grande forêt a servi de refuge à des rebelles contre l'envahisseur séide? Moineau sourit. Celle-là était facile. La princesse Itaëne d'Evandia, accompagnée selon la légende par Ivar et Bélunite, s'est cachée dans la grande forêt quand les Séides envahirent le nord, quelques siècles plus tôt. Une fois devenue adulte, elle sortit de la forêt et dégagea les Séides de son royaume à grands coups d'épée enflammés. Très bien, approuva Saïline. Mais ce n'est pas la seule fois où la grande forêt a abrité un dirigeant d'Evandia chassé de son trône par les Séides. Quelques siècles plus tard, le descendant d'Itaëne, Sislan, dut lui aussi faire face à l'invasion des Séides. Saïline raconta l'histoire du jeune roi à un parterre de jeunes gens ravis. Moineau s'installa confortablement et se laissa porter par la voix de la jeune femme. Même s'il simulait l'agacement d'être toujours celui qui était interrogé, il aimait donner un coup de main à son ancienne perceptrice. Il avait terminé son éducation obligatoire 3 ans plus tôt, et il avait une bonne mémoire. Téna et Cyril, bien que plus âgés que lui, étaient arrivés plus tardivement dans le cercle, et Bor les avait obligés à suivre la classe de Saïline. Même un voleur a parfois besoin d'éducation, martelait-il. Moineau, lui, trouvait amusant de donner la réplique à Saïline, l'aidant ainsi à éduquer les gamins du quartier. Cyril ne comprenait pas cela. Il trouvait presque indécent que Moineau puisse retourner en classe après la fin de son instruction obligatoire. Il se montra plus agité que jamais pendant la leçon, et lorsqu'ils reçurent enfin l'autorisation de sortir à la fin de la classe, il fut le premier dehors. « C'est ce soir !» glapit-il à voix basse lorsque Moineau le rejoignit. « Notre premier vrai coup, notre mission, rien qu'à nous. Oh, je suis tout excité. J'espère que je ne vais pas tout faire foirer. Calme-toi, sourit Moineau, on a déjà fait ça des dizaines de fois. »« Jamais tout seul, protesta Cyril. C'est la première fois que Bor nous fait assez confiance pour nous envoyer cambrioler seul le quartier des artisans. On connaît les égouts et les toits par cœur, et les rondes de la milice sont réglées comme des horloges. Tout se passera bien. » Saïline les rejoignit après avoir fermé la salle de classe. Elle félicita Moineau pour ses réponses, ses yeux noirs étincelants. Puis, ils se dirigèrent tous trois vers les locaux secrets du cercle, retrouver Bor et les autres. Voilà, j'espère que ces 2 nouveaux petits personnages vous ont plu, et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Nier et la petite fille qui l'a emmené dehors.
Ciao ciao, à la prochaine.